Au début du XIIIe siècle, une vague de destruction déferla sur l'Europe orientale. Partis des steppes d'Asie centrale, les Mongols avançaient comme une tempête inexorable, laissant derrière eux des royaumes en ruine et des populations décimées. Dirigés par des chefs militaires exceptionnels, ces guerriers nomades maîtrisaient l'art de la guerre comme personne ne l'avait fait auparavant. Leur expansion rapide et brutale terrorisait les nations européennes qui se demandaient si rien ne pouvait arrêter cette force de la nature. Au printemps 1241, l'ouragan mongol se dirigea vers le royaume de Hongrie, une des puissances les plus importantes d'Europe centrale. Ce qui allait se passer près du village de Mohi, sur les rives de la rivière Sajo, entrerait dans l'histoire comme l'une des batailles les plus désastreuses pour les forces européennes médiévales. Au XIIIe siècle, le royaume de Hongrie était l'une des entités politiques les plus étendues et les plus puissantes d'Europe. Sous le règne de Béla IV, le territoire s'étendait de la mer Adriatique aux Carpates, englobant des régions qui font aujourd'hui partie de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Croatie et de parties de la Roumanie et de la Serbie. La population, estimée à environ 2 millions d'habitants, était diverse: Hongrois, Slaves, Allemands, Coumans et autres groupes ethniques cohabitaient sous l'autorité du roi. L'armée hongroise combinait les traditions militaires occidentales et orientales. L'élite était composée de chevaliers lourdement armés, suivant le modèle européen, mais le royaume disposait également de contingents de cavaliers plus légers, notamment les Coumans, un peuple turcique qui avait trouvé refuge en Hongrie après avoir été chassé de ses terres par les Mongols. Cette combinaison donnait à l'armée hongroise une certaine flexibilité tactique, mais créait aussi des tensions internes. La société hongroise était féodale, avec une noblesse puissante qui possédait de vastes domaines et des armées privées. Le roi Béla IV, bien qu'intelligent et énergique, devait constamment négocier avec les magnates du royaume pour maintenir son autorité. Cette structure politique fragmentée affaiblirait considérablement la capacité de la Hongrie à répondre de manière unifiée à l'invasion mongole. Pendant que la Hongrie prospérait, un empire immense se formait à l'est. Sous la direction de Gengis Khan, les tribus mongoles avaient été unifiées au début du XIIIe siècle et lancées dans une série de conquêtes qui créerait le plus grand empire terrestre de l'histoire. À la mort de Gengis en 1227, son empire s'étendait de la Chine à la mer Caspienne. Son petit-fils, Batu Khan, hérita des territoires occidentaux de l'empire et se vit confier la mission d'étendre la domination mongole vers l'Europe. Accompagné de l'un des plus brillants généraux de l'histoire mongole, Subutai, Batu lança une campagne systématique contre les principautés russes entre 1237 et 1240. Les armées mongoles détruisirent une à une les villes russes, y compris Ryazan, Vladimir et Kiev, montrant une capacité à prendre des fortifications que personne n'aurait cru possible pour des cavaliers des steppes. La supériorité militaire mongole reposait sur plusieurs facteurs. Leurs cavaliers étaient extrêmement mobiles, chacun disposant de plusieurs montures pour pouvoir changer de cheval frais pendant les marches forcées. Leur arme principale était l'arc composite, capable de tirer des flèches avec une précision mortelle à grande distance, même depuis un cheval au galop. Les Mongols maîtrisaient également parfaitement les tactiques de la feinte, de la retraite simulée et de l'encerclement, qu'ils employaient pour attirer les ennemis dans des pièges mortels. Sur le plan stratégique, les Mongols excellaient dans le renseignement et la planification. Avant chaque campagne, ils envoyaient des espions recueillir des informations détaillées sur les routes, les ressources, les fortifications et les divisions politiques de leurs cibles. Cette approche méthodique leur permettait d'exploiter les faiblesses de leurs adversaires avec une efficacité dévastatrice. En 1240, après avoir soumis les principautés russes, les Mongols se tournèrent vers l'Europe. Leur plan, conçu par Subutai, était brillant dans sa simplicité et son ambition. Une force principale envahirait la Hongrie depuis l'Est, tandis qu'une diversion attaquerait la Pologne depuis le Nord pour empêcher les forces polonaises et d'autres ordres militaires européens de venir en aide aux Hongrois. En mars 1241, les Mongols franchirent les Carpates par plusieurs cols, avançant en 3 colonnes distinctes. La force principale, commandée personnellement par Batu Khan et Subutai, comptait environ 60 000 guerriers. Face à eux, le roi Béla IV rassemblait une armée estimée entre 50 000 et 80 000 hommes,
un chiffre considérable pour l'époque. Les Mongols employèrent une tactique psychologique efficace pour semer la confusion chez leurs adversaires. Ils firent circuler des rumeurs selon lesquelles ils ne cherchaient qu'à punir les Koumans qui s'étaient réfugiés en Hongrie, espérant ainsi créer une division entre les Hongrois et leurs alliés Koumans. Cette stratégie fonctionna partiellement, car certains nobles hongrois méfiaient des Koumans et les accusèrent de trahison. Pendant leur progression, les Mongols évitèrent soigneusement les batailles rangées à grande échelle, préférant harceler les avant-postes hongrois et semer la panique dans les campagnes. Ils utilisèrent également des techniques de siège sophistiquées qu'ils avaient perfectionnées lors de leurs campagnes en Chine et en Perse, pour capturer des fortifications réputées imprenables. Le roi Béla IV comprit que son armée devait affronter les Mongols dans une bataille décisive pour éviter la destruction systématique de son royaume. Il choisit soigneusement son terrain, établissant son camp sur la rive ouest de la rivière Sajo, près du village de Mohi. Cette position offrait plusieurs avantages. La rivière constituait un obstacle naturel contre une attaque frontale, et le terrain marécageux rendrait difficiles les manœuvres de cavalerie pour lesquelles les Mongols étaient célèbres. L'armée hongroise se déploya en une longue formation protégeant le camp. Le centre était occupé par l'infanterie et les chevaliers royaux, tandis que les ailes étaient composées des contingents des magnates hongrois. Les Koumans, dirigés par leur khan Khoten, étaient positionnés sur l'aile droite. Un pont unique enjambait la Sajo à cet endroit, et les Hongrois le gardaient soigneusement pour contrôler les accès à leur camp. Les Mongols arrivèrent dans la région le 10 avril 1241 et établirent leur propre camp de l'autre côté de la rivière, hors de portée des archers hongrois. Subutai passa la journée à observer attentivement les positions ennemies, cherchant une faiblesse dans leur disposition. Il nota que les Hongrois avaient concentré leurs forces autour du pont, laissant d'autres sections de la rivière moins bien gardées. Pendant la nuit, Subutai mit en œuvre un plan audacieux. Une partie de ses forces, commandée par le général Shiban, construirait un pont temporaire en amont pour traverser la rivière et prendre les Hongrois à revers. Pendant ce temps, le corps principal de l'armée mongole lancerait une attaque frontale contre le pont existant pour fixer les forces hongroises et les empêcher de répondre à la menace sur leur flanc. Au petit matin du 11 avril 1241, la bataille commença. Les Mongols lancèrent leur attaque principale contre le pont gardé par les Hongrois. Des catapultes mongoles bombardèrent les défenses hongroises, créant le chaos et la confusion. Des vagues d'archers mongols avancèrent sous le couvert de la fumée, décochant des flèches sur les défenseurs hongrois avec une rapidité et une précision stupéfiantes. Les Hongrois, malgré leur infériorité numérique dans ce secteur spécifique, se défendirent avec acharnement. Les chevaliers lourdement armés formaient un mur de boucliers et d'acier que les Mongols peinaient à percer. Cependant, la pression mongole était incessante, et leurs archers continuaient à faucher les rangs hongrois avec des pluies de flèches. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres en amont, les forces de Shiban avaient terminé leur pont temporaire et commencé à traverser la rivière. Les Hongrois, complètement absorbés par la défense du pont principal, ne remarquèrent pas cette manœuvre de contournement. Une fois sur l'autre rive, les Mongols de Shiban se divisèrent en deux groupes. L'un attaquerait le camp hongrois par l'arrière, tandis que l'autre se positionnerait pour couper toute retraite aux forces hongroises. Vers midi, la situation pour les Hongrois devint critique. Le pont principal était sur le point de céder sous la pression mongole, et des signes de panique commençaient à apparaître dans leurs rangs. Le roi Béla IV, réalisant le danger, ordonna à ses troupes de reculer pour éviter d'être complètement encerclés. Mais cette manœuvre vint trop tard. Au moment où les Hongrois commençaient leur retraite, les forces de Shiban apparurent derrière eux, fermant la seule voie d'échappatoire. L'armée hongroise était maintenant prise dans une nasse, attaquée de l'avant par les forces principales de Batu et de l'arrière par celles de Shiban. Le chaos s'installa complètement dans les rangs hongrois. C'est à ce moment que la supériorité tactique mongole se manifesta dans toute son ampleur. Les cavaliers mongols, utilisant leur mobilité supérieure, encerclèrent complètement l'armée hongroise. Ils commencèrent par tirer des flèches sur les Hongrois massés, créant des carnages dans les rangs serrés. Les chevaliers hongrois, avec leur armure lourde, étaient des cibles faciles pour les archers mongols, qui pouvaient tirer et se déplacer rapidement. Les Mongols employèrent ensuite une tactique particulièrement efficace.
ils laissèrent délibérément une ouverture dans leur encerclement, encourageant les Hongrois à fuir dans cette direction. Mais cette fuite était un piège. Les cavaliers mongols les poursuivaient alors, les abattant un par un alors qu'ils tentaient de s'échapper. Cette tactique de la retraite simulée était une spécialité mongole, utilisée maintes et maintes fois avec un succès dévastateur. Le roi Béla IV parvint à s'échapper avec une petite escorte de chevaliers, mais la majeure partie de l'armée hongroise fut anéantie. Les estimations des pertes varient selon les sources, mais la plupart des historiens s'accordent sur le fait que des dizaines de milliers de soldats hongrois périrent ce jour-là. Parmi les morts se trouvait une grande partie de la noblesse hongroise, y compris l'archevêque d'Esztergom, qui était le chef spirituel du royaume. Les Mongols poursuivirent les fuyards sur des dizaines de kilomètres, les massacrant sans pitié. Les rivières de la région seraient devenues rouges du sang des Hongrois tués, selon les chroniques de l'époque. La défaite était non seulement militaire, mais aussi existentielle pour le royaume de Hongrie, qui avait perdu une grande partie de son élite dirigeante en une seule journée. Après la bataille, les Mongols se déchaînèrent sur le royaume de Hongrie. Ils pillèrent et détruisirent des villes entières, y compris la capitale, Pest. Les monastères, qui étaient des centres de savoir et de culture, furent particulièrement ciblés. Des milliers de civils furent tués ou réduits en esclavage. La dévastation était si complète que certaines régions de Hongrie mirent des décennies à s'en remettre. Le roi Béla IV, après sa fuite, chercha refuge d'abord en Autriche, puis en Croatie. Les Mongols le poursuivirent à travers tout le royaume, mais parvinrent jamais à le capturer. Cette chasse au roi hongrois détournait une partie des forces mongoles de leur objectif principal, mais cela n'empêcha pas la destruction systématique du pays. Pendant ce temps, la deuxième armée mongole, qui avait envahi la Pologne, remportait une victoire décisive à la bataille de Legnica le 9 avril 1241, 2 jours avant Mohi. Ces deux victoires simultanées démontrèrent la supériorité militaire mongole et laissaient l'Europe centrale et orientale complètement exposée à une invasion plus profonde. Les Mongols établirent leur contrôle sur les plaines hongroises, utilisant le territoire comme base pour des raids dans les régions voisines. L'hiver 1241 à 1242 fut particulièrement difficile pour la population hongroise, qui souffrait à la fois de l'occupation mongole et des rigueurs de l'hiver. De nombreux Hongrois se réfugièrent dans les forteresses des montagnes ou dans les régions marécageuses que les cavaliers mongols peinaient à contrôler. Au printemps 1242, alors que rien ne semblait pouvoir arrêter leur progression en Europe, les Mongols se retirèrent soudainement de Hongrie et d'Europe centrale. Ce retrait inattendu a fait l'objet de nombreux débats parmi les historiens. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer cette décision. La raison la plus communément acceptée est la mort du grand khan Ögedei, fils de Gengis Khan, survenu en décembre 1241. Selon la tradition mongole, tous les princes mongols devaient retourner à Karakorum, la capitale de l'Empire, pour élire un nouveau grand khan. Batu Khan, bien qu'ambitieux, était tenu par cette tradition et dut suspendre sa campagne européenne pour participer à la succession. D'autres facteurs ont pu contribuer à cette décision. L'adaptation des Européens aux tactiques mongoles, notamment en renforçant leur défense et en évitant les batailles rangées, rendait la campagne plus difficile et coûteuse. Le terrain boisé et marécageux de la Hongrie, contrairement aux steppes ouvertes auxquelles les Mongols étaient habitués, ne favorisait pas leur tactique de cavalerie. Enfin, les Mongols avaient peut-être atteint les limites logistiques de leur expansion. Plus ils s'éloignaient de leurs bases en Asie, plus leurs lignes d'approvisionnement s'allongeaient et devenaient vulnérables. La Hongrie dévastée offrait peu de ressources pour soutenir une armée d'occupation à long terme. Quelle que soit la raison exacte, le retrait mongol en 1242 sauva l'Europe occidentale d'une invasion potentielle. Les historiens débattent encore de savoir si les Mongols auraient pu conquérir toute l'Europe jusqu'à l'Atlantique, mais il est certain que leur départ soudain changea le cours de l'histoire européenne. La défaite de Mohi eut des conséquences profondes et durables pour le royaume de Hongrie et pour l'Europe en général. Sur le plan militaire, elle révéla les faiblesses des armées européennes traditionnelles face aux tactiques mongoles. Les chevaliers lourdement armés, bien que redoutables dans les charges frontales, se révélèrent vulnérables aux archers mobiles et aux tactiques d'encerclement.
Après le départ des Mongols, le roi Béla IV entreprit une réforme militaire complète du royaume. Il fit construire un réseau de châteaux en pierre à travers tout le pays, créant un système de défense qui pourrait résister à de futures invasions. Ces forteresses jouèrent un rôle crucial dans la survie du royaume lors des invasions ultérieures. Béla encouragea également le développement de contingents de cavaliers plus légers, inspirés des tactiques mongoles, pour augmenter la mobilité de l'armée hongroise. Sur le plan politique, la dévastation mongole renforça le pouvoir royal au détriment de la noblesse. De nombreux magnates avaient été tués à Mohi, et leurs domaines étaient vacants. Le roi put redistribuer ses terres à des fidèles, consolidant ainsi son autorité. Cette centralisation du pouvoir, bien que bénéfique à court terme pour la reconstruction du royaume, créerait des tensions à long terme entre la couronne et la noblesse. La bataille de Mohi eut également un impact sur la perception européenne des Mongols. Avant cette bataille, de nombreux Européens considéraient les Mongols comme une menace lointaine ou même comme de potentiels alliés contre les musulmans. Après Mohi et la dévastation de la Hongrie, les Mongols furent universellement perçus comme une menace existentielle pour la chrétienté. L'une des conséquences les plus durables de la bataille de Mohi fut l'adaptation des tactiques militaires européennes. Les commandants européens commencèrent à intégrer des éléments des tactiques mongoles dans leur propre art de la guerre. L'utilisation accrue d'archers, le développement de tactiques de harcèlement et l'importance de la mobilité sur le champ de bataille devinrent des préoccupations centrales pour les militaires européens. Les ordres militaires, comme les chevaliers teutoniques et les hospitaliers, modifièrent leur stratégie pour faire face à des ennemis mobiles. Ils commencèrent à utiliser des formations plus souples et à intégrer des troupes plus légères dans leurs armées traditionnellement lourdes. Cette évolution tactique serait cruciale dans les conflits ultérieurs en Europe de l'Est. Les Européens apprirent également l'importance du renseignement militaire, une discipline dans laquelle les Mongols excellaient. Des réseaux d'espionnage furent développés pour anticiper les mouvements des ennemis et identifier leurs faiblesses. Cette approche plus méthodique de la guerre marqua un changement significatif par rapport aux pratiques médiévales antérieures, qui reposaient souvent sur l'initiative individuelle des chevaliers plutôt que sur une planification stratégique. Sur le plan technologique, la bataille de Mohi accéléra le développement des armures et des fortifications en Europe. Les armures plates, qui offraient une meilleure protection contre les flèches, devinrent plus courantes. Les châteaux furent construits avec des murs plus épais, des tours plus hautes et des systèmes de défense plus complexes, inspirés en partie par les techniques de siège mongoles. Après le départ des Mongols, le roi Béla IV fit face à une tâche monumentale, reconstruire un royaume dévasté. Les estimations varient, mais la Hongrie aurait perdu entre 20% et 50% de sa population pendant l'invasion mongole. Des régions entières étaient dépeuplées, les infrastructures détruites et l'économie en ruine. Béla adopta une approche systématique pour la reconstruction. Il invite des colons d'autres régions d'Europe, notamment d'Allemagne, pour repeupler les zones les plus touchées. Ces colons apportèrent avec eux de nouvelles techniques agricoles et artisanales qui contribuèrent à la renaissance économique du royaume. Le roi réorganisa également l'administration du royaume, créant de nouvelles structures pour mieux collecter les impôts et gérer les ressources. Cette centralisation administrative, bien que nécessaire pour la reconstruction, rencontra une certaine résistance de la part de la noblesse, qui voyait ses privilèges menacés. Sur le plan militaire, Béla IV continua à renforcer les défenses du royaume. Il investit massivement dans la construction de châteaux en pierre, créant un réseau de forteresses qui pourrait résister à de futures invasions. Cette stratégie s'avéra efficace, car lorsque les Mongols revinrent en 1285, ils furent repoussés grâce à ces défenses renforcées. La reconstruction de la Hongrie après l'invasion mongole est considérée par de nombreux historiens comme une véritable renaissance. Le royaume émergea de cette épreuve plus centralisé, mieux défendu et plus résilient. Cette capacité à se relever après une catastrophe aussi complète témoigne de la force des institutions hongroises et de la détermination de son peuple. L'invasion mongole eut un impact profond et durable sur la démographie et la culture de la Hongrie. La perte massive de population, particulièrement parmi les élites, changea la structure sociale du royaume. De nombreuses familles nobles disparurent complètement,
leurs lignées éteintes par la mort de leurs membres masculins à Mohi et dans les batailles suivantes. Cette perte de la noblesse traditionnelle créa une opportunité pour de nouvelles familles d'accéder au pouvoir. Le roi Bela IV et ses successeurs utilisèrent cette occasion pour créer une nouvelle noblesse plus fidèle à la couronne. Cette transformation sociale eut des répercussions durables sur la politique hongroise, contribuant à l'émergence d'une aristocratie puissante qui jouerait un rôle majeur dans les siècles suivants. Sur le plan culturel, l'invasion mongole marqua profondément la psyché collective hongroise. Les chroniques de l'époque décrivent les Mongols avec des termes apocalyptiques, les présentant comme un châtiment divin. Cette perception influença la littérature et l'art hongrois pour des générations, créant un mythe de l'invasion mongole comme une catastrophe nationale fondatrice. L'invasion eut également un impact sur la composition ethnique de la Hongrie. Les Koumans, qui avaient joué un rôle crucial dans l'armée hongroise, furent particulièrement durement touchés. Beaucoup furent tués en combattant les Mongols, d'autres fuirent le pays. Ceux qui restèrent furent progressivement assimilés dans la population hongroise, perdant leur identité distincte au fil des générations. Pour comprendre pleinement la bataille de Mohi, il est essentiel de la considérer également du point de vue mongol. Pour les Mongols, cette bataille n'était qu'une étape dans leur plan de conquête mondiale. Leurs chroniques, bien que moins détaillées que les sources européennes sur cet événement spécifique, nous donnent un aperçu de leur perspective. Pour les commandants mongols, la victoire de Mohi était une démonstration de leur supériorité militaire et de la faveur du ciel éternel, Tengri. Ils considéraient leur expansion non pas comme une simple conquête, mais comme l'unification du monde sous l'autorité mongole, un processus qu'ils croyaient divinement ordonné. La stratégie mongole à Mohi reflétait leur approche systématique de la guerre. L'attaque frontale sur le pont n'était pas destinée à percer les lignes hongroises par la force brute, mais à fixer leur attention pendant que le corps principal de l'armée se positionnait pour l'encerclement. Cette approche méthodique contrastait avec la conception européenne de la bataille comme un test de courage et de force individuelle. Les Mongols furent également impressionnés par la résistance hongroise. Malgré leur défaite écrasante, les chevaliers hongrois se battirent avec une bravoure qui fut notée dans les chroniques mongoles. Cette reconnaissance de la valeur de leurs adversaires n'empêcha pas les Mongols d'exploiter leur victoire de manière impitoyable, conformément à leur stratégie de terroriser les populations pour éviter toute résistance future. La bataille de Mohi peut être comparée à d'autres affrontements décisifs entre des forces nomades et des États sédentaires, comme la bataille de Karae en 53 avant Jésus-Christ. J.C., où les Parthes vainquirent les Romains, ou la bataille de Manzikert en 1071, où les Turcs seldjoukides défirent les Byzantins, Mohi illustra la supériorité tactique des cavaliers des steppes face aux armées traditionnelles. Ces batailles partageaient plusieurs caractéristiques communes. Dans chaque cas, les forces nomades utilisaient leur mobilité supérieure et leur tactique de harcèlement pour vaincre des armées plus lourdes mais moins manœuvrables. Les archers à cheval jouaient un rôle crucial dans chaque affrontement, décimant les rangs ennemis avant que le contact direct ne soit établi. Cependant, la bataille de Mohi se distinguait par l'échelle de la planification mongole et l'efficacité de son exécution. Contrairement aux Parthes ou aux Turcs seldjoukides, les Mongols opéraient dans le cadre d'une stratégie impériale globale, avec des objectifs à long terme et une compréhension sophistiquée de la géopolitique européenne. La défaite de Mohi s'inscrivait également dans une série de victoires mongoles qui démontraient la supériorité de leur système militaire sur une vaste zone géographique. De la Chine à la Hongrie, les Mongols avaient vaincu des armées apparemment supérieures, en nombre et en équipement, prouvant que la qualité tactique et stratégique pouvait l'emporter sur la supériorité numérique et matérielle. Au fil des siècles, la mémoire de la bataille de Mohi a connu des hauts et des bas dans la conscience historique hongroise. Immédiatement après l'événement, Mohi devint un symbole de la résistance hongroise face à l'envahisseur, malgré la défaite. Les chroniques médiévales décrivaient la bataille en termes dramatiques, soulignant le courage des chevaliers hongrois face à des ennemis sans pitié. Pendant la Renaissance et la période moderne, la mémoire de Mohi s'estompa quelque peu, remplacée par d'autres événements considérés comme plus glorieux dans l'histoire hongroise. La bataille perdit de sa centralité dans le récit national,
bien qu'elle restât un sujet d'étude pour les historiens spécialisés. Au XIXe siècle, avec l'émergence du nationalisme romantique en Europe, Mohy connut un regain d'intérêt. Les historiens et les écrivains hongrois redécouvrirent cette bataille comme un moment fondateur de l'identité nationale, un test de feu que la nation hongroise avait survécu malgré des pertes terribles. Des monuments furent érigés, des poèmes composés et des pièces de théâtre écrites pour commémorer l'événement. Aujourd'hui, Mohy est commémoré comme une tragédie nationale, mais aussi comme un témoignage de la résilience hongroise. Le site de la bataille abrite un mémorial, et des cérémonies commémoratives y sont organisées régulièrement. Pour les Hongrois contemporains, Mohy rappelle les épreuves que leur nation a traversées et sa capacité à se relever après les catastrophes. Bien que la bataille de Mohy ait eu lieu il y a près de 8 siècles, elle offre des leçons pertinentes pour la guerre moderne. La supériorité mongole reposait sur plusieurs principes qui restent valables aujourd'hui. La mobilité, le renseignement, la flexibilité tactique et la guerre psychologique. L'importance de la mobilité sur le champ de bataille, démontrée par les Mongols à Mohy, trouve son équivalent moderne dans l'aviation et les forces blindées. Comme les cavaliers mongols, ces unités modernes peuvent frapper rapidement et se redéployer avant que l'ennemi ne puisse réagir efficacement. La supériorité mongole en matière de renseignement est également pertinente aujourd'hui. Comme les Mongols, les armées modernes investissent massivement dans la collecte et l'analyse d'informations sur leurs adversaires. La guerre de l'information, qui consiste à influencer les perceptions et les décisions de l'ennemi, est l'héritière directe des tactiques psychologiques employées par les Mongols. Enfin, la bataille de Mohy illustre l'importance de l'adaptation face à un ennemi utilisant des tactiques non conventionnelles. Les Hongrois, habitués à un certain type de guerre, furent désemparés face aux méthodes mongoles. Cette leçon reste valable aujourd'hui, alors que les armées modernes doivent constamment s'adapter à de nouvelles formes de conflits, du terrorisme à la guerre cybernétique. La bataille de Mohy, où 200 chevaliers hongrois affrontèrent 60 000 Mongols, reste l'un des affrontements les plus déséquilibrés et les plus significatifs de l'histoire médiévale. Plus qu'une simple défaite militaire, elle marqua un tournant dans l'histoire de la Hongrie et de l'Europe centrale. Cette bataille illustra brillamment la supériorité tactique des Mongols et révéla les faiblesses des armées européennes traditionnelles. Elle déclencha une période de dévastation pour la Hongrie, mais aussi une transformation profonde qui renforcerait le royaume à long terme. L'héritage de Mohy se manifeste dans les châteaux qui parsèment encore le paysage hongrois, dans la structure de l'État hongrois et dans la mémoire collective d'une nation qui a survécu à l'une des plus grandes catastrophes de son histoire. Aujourd'hui, alors que nous commémorons cet événement, nous nous souvenons non seulement de la défaite, mais aussi de la résilience du peuple hongrois. La bataille de Mohy nous rappelle que même face à des forces apparemment insurmontables, le courage, l'adaptation et la détermination peuvent permettre non seulement de survivre, mais aussi de se renforcer. C'est peut-être la leçon la plus durable de ce jour tragique sur les rives de la rivière Sajo.